quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita. Bonjour Eliana. Bonjour Eve. Ce générique ne vous a pas sorti de votre échange. Voilà, on va parler de... Voilà, on a fini la guerre. C'était pas Star Wars, mais c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était la première guerre, la guerre d'indépendance en Israël aussi, surtout. Voilà, alors on avait vu... on va revenir un instant sur la Seconde Guerre mondiale et sur la 5e Alia qui avait vu de 38 à 48 l'arrivée de quelques 200 000 juifs de toute l'Europe en Palestine. Alors on l'avait vu d'abord des juifs motivés par l'idéal national, puis bien sûr en 1933 avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Arrivèrent de plus en plus de nouveaux immigrants. On a vu entre 1933 et 1936 plus de 160 000 personnes qui étaient arrivées de manière légale et plutôt illégale en Palestine. Alors, ce qui est important quand même à dire, c'est que on aurait souhaité qu'il y ait plus de 160 000 personnes, il faut s'imaginer. En Europe, à ce moment-là, on a plusieurs millions de juifs, dont plusieurs millions qui sont en danger. On a quand même 6 millions de juifs qui vont être en danger et qui vont mourir. Donc si les portes de l'État d'Israël, enfin à l'époque il n'y avait pas d'État, mais les portes de la Palestine sous mandat britannique avaient été plus ouvertes, les choses auraient été bien différentes. Voilà, et du coup entre 1939 et 1947, qui est la période absolument noire pour les juifs en Europe, il ne va y avoir que 80 000 juifs qui vont être accueillis en Palestine. Voilà. Cette alia qu'on avait appelée l'alia bet, l'alia bilti legalit, illégale. Voilà, les immigrants clandestins. Alors après la création de l'État d'Israël en 1948, tout va changer. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Au moment de la création de l'État d'Israël, on a 650 000 juifs qui habitent en Israël. Et un an plus tard, à la même date, en 1949, on est passé à 1 300 000 juifs. C'est-à-dire que l'État d'Israël va doubler sa population en même pas un an, et une année en plus qui n'est pas une année facile puisque c'est une année de guerre, donc de restrictions. C'est d'ailleurs cette population très importante qui va arriver en Israël va entraîner ce qu'on appelle la Tsena. La Tsena, c'est une période de restrictions, surtout alimentaire. À cette époque-là, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Il faut repenser la façon dont les gens vont vivre. Et d'ailleurs, il y a un livre très intéressant qui a été écrit sur le sujet, qui raconte les inventions culinaires de cette période. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Qui dit famille ashkénaze dit le mets du foie haché, où on prend des foies qu'on hache avec des œufs. Geactus Leber, on disait chez moi. Je vois que... Alors ce foie haché, justement, on est dans une période où il n'y a pas de poulet, quoi. Comment on peut faire du foie haché avec très peu de poulet? Et d'un côté, il n'y a pas de célébration sans foie haché. Alors qu'est-ce qu'inventent les juifs israéliens de l'époque? Ils inventent cette crème d'aubergine au goût, en hébreu encore vous les achetez, ça s'appelle chatzilim betam kaved, ce qui veut dire des aubergines au goût foie. Pourquoi c'est au goût de foie? Parce que c'est une invention pour essayer de pallier au manque de nourriture de l'époque. Voilà. Alors il faut dire qu'en Israël à cette époque il y a des juifs bien sûr de partout. Alors il y a eu 37 000 juifs de Bulgarie qui sont arrivés juste après la déclaration d'indépendance d'Israël, 37 000 juifs de Bulgarie, 30 500 juifs de Libye, 45 000 juifs du Yémen, on y reviendra dans notre prochaine émission, 121 000 juifs d'Irak, 103 000 de Pologne et 118 000 de Roumanie. Alors, pour ce qui est des communautés qui viennent des pays ashkénazes, on peut comprendre, puisqu'il n'y a pas de reconstruction de ces communautés juives, tout ce qui est l'Europe orientale, il n'y a pas de reconstruction, de l'Europe de l'Est, il n'y a pas de reconstruction de ces communautés, il y aura une reconstruction de la communauté juive de France en France, mais en Pologne, on le sait, on en a parlé, ça n'a pas existé. Alors pour ce qui est des pays arabes, il faut savoir qu'au lendemain de la création de l'État d'Israël, les pays arabes qui s'étaient jurés de ne jamais reconnaître la création d'un État juif, donc lui déclarent la guerre, et en même temps de lui déclarer la guerre, ils accusent toutes les populations juives qui habitent dans ces pays. Alors si on prend par exemple la communauté d'Irak, comme vous l'avez dit, il y a plus de 120 000 juifs d'Irak qui vont venir s'installer en Israël. Sur ces 120 000, sur cette population d'Irak, elle vit en Irak depuis la destruction du premier temple. Ce qu'on appelle en hébreu, c'est la communauté de Babel, de Babylonie, puisqu'elle va arriver donc au moment de la destruction du premier temple par les Babyloniens, par Nebuchadnezzar. Donc ça remonte, c'est des populations, ça fait plus de 2000 ans qu'elles sont présentes
en Irak. Et donc, toutes ces populations, du jour au lendemain, elles deviennent hors la loi. Une des personnes qui a très, très bien écrit ce malaise, c'est le très célèbre écrivain, historien Sir Martin Gilbert, qui a écrit un livre qui s'appelle Dans le pays d'Ishmaël, et qui en fait qui est un... On va revenir, pardon, je vous coupe, parce qu'on va revenir dans un prochain épisode. Alors on y reviendra. Je vous dirai ce qu'il dit Sir Martin Gilbert spécialement sur les Juifs d'Irak, voilà, qui vont nous occuper pendant un épisode ces Juifs d'Irak. En attendant, on se retrouve en Israël en 48, donc avec des populations de partout et une intégration un peu difficile pour ces 700 000 nouveaux immigrés. Alors, la première difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Donc, on va avoir une situation de secours qui va s'appeler les Mahabarot. Les Mahabarot, ce sont ces tentes. Une des personnes qui a très bien photographié tout ça, c'est Kappa, le très célèbre photographe qui était d'origine juive, qui est très connu puisqu'il a pris les photos. Il était au moment du débarquement, il était dans les premiers navires, les premières barques, c'était des barques de débarquement qui arrivent sur le, c'est mon sujet, le débarquement, c'est mon sujet de thèse, qui arrivent sur les plages de Normandie. Et ensuite, il se retrouve en Israël, il prend des photos extraordinaires de ces populations qui vivent dans ces terrains. Mais alors, il faut s'imaginer, ce qui est intéressant, c'est de voir les Mahabarot d'hier et de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. En général, les endroits où on avait donc ces campements avec ces tentes, aujourd'hui, c'est des villes, tout simplement. Et elles sont devenues des villes. Alors, en mai 52, il y en avait déjà 113 de ces camps et 250 000 arrivants y étaient logés, ce qui est absolument énorme. Ce qui est énorme. Avec des conditions de vie qu'on ne souhaiterait à personne aujourd'hui. Des conditions de vie qu'on souhaite à personne. Et une des personnes qui a très bien décrit ces conditions de vie, c'est le célèbre c'était un comique, c'était un journaliste, il s'appelait Ephraim Kishon. Il va faire un film qui s'appelle Salah Shabati, dans lequel la célèbre phrase de Salah Shabati, c'est le rotzim shikum rotzim ma'abara. Alors pendant tout le film, c'est la famille de Shabati qui demande à recevoir un shikoun. Un shikoun, c'est un appartement HLM. On leur donne pas. Et le jour où donc ils font des manifestations, ils disent le rotzim ma'abara rotzim shikoun. On veut plus détente, on veut un appartement HLM. Et le jour où ils comprennent comment marche l'administration israélienne, ils commencent à dire on ne veut plus d'HLM, on veut rester dans les tentes. Et comme ça ne plaît pas à l'administration, c'est elle qui décide, alors ils se retrouvent du jour au lendemain dans un HLM. Alors il faut préciser, parce que c'est extrêmement important en Israël à cette époque-là, et qu'il y a un espèce de racisme institutionnel qui se met en place, et que effectivement les familles arabes sont elles essentiellement dans ces camps. Les familles arabes les familles arabes juives arabes, de pays arabes, pardon. Absolument, alors que les familles ashkénazes, elles ont droit à des logements. Oui et non, parce que ce racisme institutionnel, il est non seulement contre ce qu'on appelle les edot, c'est-à-dire les pays d'origine des gens, mais c'est aussi au niveau des comment on appelle ça, des sensibilités politiques. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de droite à cette époque-là et que vous soutenez Menachem Begin, et vous êtes arrivé de Roumanie, vous serez mis quand même aussi en Mahabara. Alors quand même, il y avait quand même... Oui, il y avait un peu voilà. C'était plus important. Mais il faut savoir... C'était essentiellement rempli de personnes originaires de pays arabes, ces camps. Alors je vais citer Mordechai Soussan. Pour moi, pour ma famille, pour les centaines de milliers de nouveaux immigrants orientaux, la Mahabara, le camp de transit, assemblage de méchantes baraques de tôle et de bois où nous serons parqués pendant de longues années, exposés à toutes les intempéries, à tous les désespoirs. Ce sera la fin des illusions, le début de la grande déchirure, celle qui vous marque à vie. Voilà. C'est pas joyeux. Et alors, si déjà vous parlez de ça, il faut rappeler que la personne qui a cassé et qui vraiment s'est levé pour sauver ces populations, c'était Menachem Begin quand il a été élu en 1977, et c'est lui le premier qui d'abord a fait construire de façon intensive des shikunim, donc c'est HLM, et il les a fait construire donc de façon intensive, et du jour au lendemain il y a des Mahabarot qui ont disparu, qui existaient jusqu'en 1977, donc on est quand même... On rappelle que Golda Meir et Ben Gurion, c'était pas les plus favorables, les plus... je crois que Golda Meir a dit que qui ne parlait pas yiddish n'était pas juif pour elle. Donc ça, effectivement, c'était une période assez compliquée. Mais c'est sûr que Ben Gurion, il était ce qu'on appelait, il voulait les Ashkénazes, c'est-à-dire rendre Ashkénazes toutes les populations séparées. Voilà, on va s'arrêter là et on va parler la prochaine fois de l'alliance de ces pays arabes, le Yémen et l'Irak. À bientôt. Au revoir. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Ève Bocara et Eliana Gurfinkel.
Immigration. C'est tous les jours sur Studio Calita.